Merci. Merci aux organisateurs et organisatrices de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer alors pas uniquement sur Racine, mais également sur ma lecture des théories énonciatives des port-royalistes. Donc je vais commencer par là. Tout d'abord, je rends hommage à mon prédécesseur, puisque vous venez de dire qu'on ne pouvait pas parler de Racine sans parler de Pascal. Et justement, je voulais commencer par rappeler cette fameuse formule de Pascal, le moi est haïssable. En effet, beaucoup d'encre a coulé sur ce symbole de l'amour propre, qui est ramassé dans une formule qui a après porté au rang d'axiome linguistique et philosophique par les logiciens de Port-Royal dans leur logique, lorsqu'ils recommandent notamment de ne pas abuser de la première personne dans le discours. Or, quand on s'intéresse au théâtre, comment faire l'économie du moi au sein de tirades dont la portée rhétorique repose en grande partie sur l'exposition de l'éthos du personnage. Si on compare à ce sujet les tirades des héros raciniens et cornéliens, ce que je me suis appliquée à faire dans ma thèse, force est de constater qu'il y a une différence dans leur traitement réciproque de la première personne. Chez Corneille, j'ai remarqué que les indices de cette première personne sont non seulement plus nombreux, mais surtout plus largement support de prédication seconde et source d'insistance sur les splendeurs et les misères du sujet. A l'inverse, il me semble que Racine réserve un traitement plus subtil aux formes de la première personne, qu'il distille avec un petit peu plus de discrétion, elles sont bien sûr présentes, mais plus discrètes, comme s'il fallait assourdir toute forme de grandiloquence sur soi dans le discours. Donc si la rupture avec Port-Royal était consommée au cours des années de gloire théâtrale du poète, j'entends, bien sûr, je ne veux pas dire que Athalie et Esther n'en font pas partie, mais je ne parlerai volontairement pas d'Athalie et Esther aujourd'hui. Je fais l'hypothèse qu'elle se joue plutôt au niveau de la composition thématique, cette rupture, et de l'inspiration antique. Je vais plutôt m'interroger sur la part de réalité ou de fable d'un style racinien à l'écart de toute influence port-royaliste. En effet, il me semble que contre Nicole lui-même qui rejetait le théâtre, contre Racine qui semblait avoir coupé tous les points avec Port-Royal, il semblerait que le langage des héros raciniens fasse preuve d'une certaine intégration des principes grammaticaux des jansénistes. D'ailleurs, à cette époque, unique promoteur de prescriptions claires sur l'emploi de la première personne dans la langue. Alors, même si on ne sait pas très bien, en tout cas je n'arriverai pas à le faire dans l'espace de cette communication, trancher si c'est vraiment une lecture fine de la grammaire par Racine ou simplement une tendance de l'époque, je vais faire l'hypothèse que du point de vue Nivencio, la rupture entre Racine et ses maîtres est assez nettement consommée. Toutefois, au niveau de l'élocution, il me semble que Racine renoue sans doute avec une forme d'augustinisme dans cette tentation de dépouiller le langage de ces figures trop impressionnantes pour déporter plutôt les effets tragiques dans des outils ténus de la langue, comme justement les pronoms. Alors, pour corroborer cette hypothèse, je vais procéder ainsi. Je vais d'abord revenir sur les conceptions de l'ego chez les maîtres de Port-Royal, de l'ego et de la première personne, pour venir ensuite à leur illustration, à ma lecture du théâtre de Racine, en le comparant brièvement à Corneille. Donc voilà, comment je procéderai. Tout d'abord, je m'intéresse à cette pensée du moi et de la langue chez les logiciens. L'association entre le moi et l'ego ne va pas forcément de soi à cette époque et reste assez récente dans l'histoire de la langue française. D'autre part, parler d'ego, c'est parler d'une forme de substantivation du pronom personnel. Et normalement, on s'en sert pour évoquer la pensée de l'individu. D'accord ? Et cela peut surprendre chez les port-royalistes. En même temps, seuls les auteurs de la logique et de la grammaire générale vont plus loin que l'analyse descriptiviste du système des pronoms personnels au XVIIe siècle qu'on trouve dans les autres grammaires. Et encore, ils se fondent sur les propos justement de Pascal, et c'est de Pascal qu'ils tirent leurs recommandations pour un usage raisonné des marques de la première personne. Ils considèrent que le pronom « je » et ses avatars pourraient constituer autant d'hyponymes d'un hyperonyme qui serait encore appelé qu'amour-propre, faute d'un concept plus neutre qu'on trouvera plus tard, qui est celui de subjectivité. Donc, je m'appuie sur un ouvrage de Vincent Descombles qui s'intitule « Le parler de soi », dans lequel il rappelle que la première acception du mot égotisme, tiré donc de l'ego, apparaît dans un article du XVIIIe siècle dans une revue littéraire, et que cette acception du mot égotisme est tirée du sens donné au mot « je » chez les logiciens de Port-Royal. Et justement, l'auteur de cet article, Joseph Addison, condamne ceux qui s'expriment en première personne à la suite justement des port-royalistes. Et il les taxe d'égotisme. Effectivement,
Effectivement, lorsqu'Arnaud et Nicole réfléchissent à la disposition du discours en tant que traduction d'une pensée logique, ils préconisent d'éviter de se servir d'arguments énoncés à la première personne ou de références à soi comme prémisse d'une argumentation. Parce que cette attitude trahirait une déformation du raisonnement sous l'effet de la volonté et induirait un syllogisme faussé. Cependant, ils se contentent de réfléchir aux implications logiques et argumentatives de l'emploi excessif de la première personne, en liant ce type de langage à ce défaut qu'est l'amour-propre. Et donc, c'est ma citation numéro 1, ils reconnaissent ainsi, dans ces termes-là, leur dette envers les pensées de Pascal. Feu Monsieur Pascal, qui savait autant de véritable rhétorique que personne n'en ait jamais su, portait cette règle jusqu'à prétendre qu'un honnête homme devait éviter de se nommer, et même de se servir des mots de je et de moi. Et il avait accoutumé de dire sur ce sujet que la piété chrétienne anéantit le moi humain, et que la civilité humaine le cache et le supprime. Donc on a ici un argument d'autorité qui est érigé sur fond de piété chrétienne. Et ce point de vue sur la fréquence d'emploi de la première personne est tout de même l'un des rares exprimés à l'époque. Cependant, dans cette formule à laquelle font référence les logiciens, le moi est haïssable, Pascal en fait le condensé de tout un apparat philologique et théologique qui ressort davantage de la définition de l'amour-propre que de celle de la première personne grammaticale. Et le commentaire que les logiciens apportent à cette formule dans l'édition de Port-Royal des Pensées en témoigne bien, puisqu'ils disent que le mot de moi dont se sert l'auteur dans la pensée suivante ne signifie que l'amour-propre. C'est bien d'ailleurs dans cette perspective que Laurent Thirouin commente plutôt cette expression « le moi est haïssable » dans son article qui porte justement sur l'équivocité de cette formule. Il concède lui-même que l'auteur, Pascal, peine à lui assigner des limites claires et définitives. Donc, Pascal construit cette notion de moi sur fond de toile religieuse et moraliste. C'est un objet hybride au sein duquel s'affrontent l'amour-propre et l'amour de Dieu, mais qui s'ordonne, et c'est là ce qui m'intéresse aussi, à la construction de l'honnêteté et donc d'une forme de civilité chrétienne. Le moi pose problème à Pascal parce qu'il est incommode aux autres, c'est ce qui est écrit dans la citation numéro 2. Dès lors, la critique des logiciens à propos du moi démontre à quel point tout ce qui se rapporte à l'ego amant doit être évité pour préserver la politesse de l'échange. De ce défaut d'amour-propre à la défense de s'en servir trop abondamment, le propos dérive ainsi vers une consigne d'écriture. On peut donc s'interroger à propos de la tragédie. La personnalisation du dialogue étant censée représenter une forme de civilité et de politesse conversationnelle, donc c'est quelque chose que j'ai démontré dans ma thèse, le personnage de théâtre devrait employer le moins souvent possible les marques de la première personne. Or, ce n'est pas du tout évident dans l'écriture des pièces, j'y reviendrai. Et notamment dans les monologues qui abondent dans le théâtre de Corneille et de Racine. Alors, en vertu du fait qu'il existe dans la pensée classique une équivalence entre la bienséance et la civilité conversationnelle, très bien résumée par Chaplin dans son discours de la poésie représentative, c'est ma citation numéro 3, les emplois de la première personne doivent donc reproduire dans leur fréquence une forme dans leur fréquence et dans leur agencement, une civilité conversationnelle. Les poètes ont particulièrement égard à faire parler chacun selon sa condition, son âge et son sexe. Ils appellent bienséance non pas ce qui est honnête, mais ce qui convient aux personnes, soit bonne ou mauvaise, et tel qu'on les introduit dans la pièce. Donc, si la bienséance règle les usages de la conversation au théâtre, le dialogue doit être civil, et il est attendu que chaque personnage, en fonction de son rang, fasse preuve d'une humilité qui invite normalement à mettre sa personne en retrait. Il s'agit toujours, c'est ce que dit Alain Montandon dans son dictionnaire de la politesse, il s'agit toujours d'effacer le moi en faveur d'autrui, pour signifier justement à autrui l'attention qu'on lui prête. Donc cette exigence de laisser la place à l'autre au lieu de soi rejoint le principe de l'humilité chrétienne qui est très bien décrit chez Jean-Baptiste de La Salle dans ses règles de la bienséance et de la civilité chrétienne, où il dit, c'est ma citation numéro 4, il est très malhonnête de parler sans cesse de soi, de faire des comparaisons de sa conduite avec celle des autres, de dire par exemple, pour moi, je n'en use pas un si je ne fais pas cela, une personne de ma qualité, etc. Et il fournit ensuite plein d'exemples qui proscrivent le redoublement de la première personne dans l'amorce d'une phrase, ainsi que le fait d'accorder la primeur au pronom sujet.
Donc on va garder ça en tête quand on lira plus précisément Corneille et Racine. Donc le respect de la bienséance conversationnelle impose donc une mise en retrait du je, qui se conjugue, me semble-t-il, assez bien avec l'exigence de simplicité et de naturel propre à l'esthétique classique. Pourtant, l'existence des pronoms ressort d'un caractère plutôt accidentel, tel qu'il est décrit, en tout cas dans le chapitre 8 de la grammaire générale et raisonnée d'Arnaud et Lancelot. Je lis ma citation numéro 5, qui est assez symptomatique de la façon dont les objets grammaticaux sont présentés dans cette grammaire. Comme les hommes ont été obligés de parler souvent des mêmes choses dans un même discours, et qu'il eût été important de répéter toujours les mêmes mots, ils ont inventé certains mots pour tenir la place de ces mots, et que pour cette raison, ils ont appelé pronoms. Premièrement, ils ont reconnu qu'il était souvent inutile et de mauvaise grâce de se nommer soi-même, et ainsi ils ont introduit le pronom de la première personne, pour mettre au lieu du nom de celui qui parle, ego, moi, je. Pour n'être pas aussi obligés de nommer celui à qui on parle, ils ont trouvé bon de le marquer par un mot qu'ils ont appelé pronom de la seconde personne, toi, tu ou vous. Alors, cette citation m'intéresse pour sa tonalité quasi téléologique. L'utilité des pronoms dans leur dire n'a d'égal que la nécessité d'éviter des répétitions pour des raisons de civilité conversationnelle. J'ai insisté sur l'expression mauvaise grâce qu'il y a à se nommer, qui est mentionnée par les ports royalistes. Donc ce n'est finalement pas tant la prononciation des mots « je » et « moi » qui pose problème que l'impression qu'elle laisse en fait dans le discours. Celle d'une énonciation un peu trop centrée sur l'amour-propre. Et là, je reviens justement sur quelque chose dont on a déjà parlé aujourd'hui, sur l'importance de l'impression. L'impression, d'un point de vue plus linguistique, concerne les connotations qui sont véhiculées par les mots. Alors, les pronoms, a priori, n'ont pas de connotation, mais pourtant, en tant que forme discrète, justement, elles sont davantage, les pronoms peuvent être davantage support d'imagination. Elles laissent en tout cas des traces dans l'esprit du locuteur et par ricochet chez le spectateur. En jouant justement le rôle d'un nom dans le discours, comme le souligne la définition de la grammaire générale, ainsi que le commentaire de Jean-Claude Pariente à son sujet, il s'agit de mots qu'on ne désigne pas par les propriétés qui leur appartiennent en permanence, mais seulement par leur situation provisoire par rapport à l'acte de parole. Donc cette situation provisoire forcément est dépendante de connotations dans le contexte, et leur valeur imprécise en est donc redoublée. Leur emploi à ces pronoms est nécessaire à la vraisemblance conversationnelle, et les formes déictiques, en particulier de première personne, soulèvent le débat, car elles attirent l'attention sur la matérialité même du dialogue. Or, et ça aussi c'est assez important, me semble-t-il, chez les ports royalistes, le dialogue, sa matérialité, est une réalisation de l'oralité qui laisse une impression et parle au cœur, on en a parlé ce matin, contrairement à l'écrit qui s'adresse plus directement à la raison. Au théâtre, le spectateur se laisse emporter par une déclamation enlevée, et donc le risque est redoublé de n'écouter que ses impressions et de ne plus faire confiance à sa raison. C'est pourquoi je me sers de ces notations des logiciens pour interpréter justement la dramaturgie et plutôt l'énonciation théâtrale. Parce qu'en effet, quoi de plus incarné justement qu'un dialogue de théâtre joué, et quoi de plus incarné que les marqueurs déictiques personnels qui nomment directement le personnage. Donc on retiendra de ce premier parcours que c'est à la fois pour des raisons chrétiennes et pour des raisons idéalistes que les ports royalistes rejettent l'idée d'un emploi surabondant de la première personne, en dépit même de la logique et de la bienséance qui préside à l'écriture des dialogues tragiques. Alors, je ne reviendrai pas sur les nombreux débats soulevés quant à l'influence de Port-Royal sur Racine. Simplement, je mentionnerai que je m'appuie sur deux critiques en particulier qui intéressent particulièrement mon sujet énonciatif. En premier lieu, Gilles Declercq, dans son article sur la formation rhétorique de Racine, effectué à l'occasion du tricentenaire de la mort de Racine, a mis en valeur, a rappelé justement que le second séjour de Racine à Port-Royal coïncidait avec la période de gestation et de rédaction des ouvrages que sont la grammaire générale et raisonnée et la logique ou l'art de penser. Donc on peut imaginer effectivement que ces ouvrages
qui ont pour origine, en tout cas le dernier, la logique, les cours de philosophie de Pierre Nicole, ont peut-être influencé indirectement l'écriture racinienne. Il rappelle également les jalons de la formation rhétorique de Racine dans cet article, et plus particulièrement l'influence de l'éloquence judiciaire à travers sa lecture assidue de l'institution oratoire de Quintilien, qui était enseignée ici. Il rappelle que le poète a trouvé chez ses maîtres la source d'une écriture ramassée qui condense notamment l'antimème en une figure poétique. Et également, je m'intéresserai au point de vue de Delphine Reylig sur le dialogue racinien et son rapport avec les théories de Port-Royal. D'après elle, elle fait l'hypothèse, et je vais la suivre, d'une influence indirecte justement de ces théories sur l'écriture de Racine. L'argument principal qu'elle avance est la recherche d'une vraisemblance dans la poétique racinienne, qui semble être parfois démentie par les équivoques linguistiques qu'on trouve chez lui, mais qui garantissent pourtant l'effet pathétique. Cette influence se lit plus spécifiquement dans la parole, qui repose selon elle sur des épisodes de maladresse, de décalage, et par le fait même que le langage fait sens en dehors de la volonté des personnages, ce qui correspond tout à fait à l'esthétique de l'insinuation qu'on retrouve également chez Quintilien. C'est sans doute sur ce point de la volonté que la langue mise en œuvre par les personnages raciniens diffère peut-être de celle des personnages cornéliens. On convient ainsi que si le personnage cornélien ne manque pas de volonté, il l'exprime en tout cas haut et fort et en fait le point de repère de son évolution. Et il me semble que la construction de l'éthos racinien diffère quelque peu. Donc dans un dernier temps de cette étude, mais un beaucoup plus long, je vais m'intéresser plus spécifiquement à des tirades, à des extraits de tirades cornéliennes et raciniennes, dans une perspective qui croise le style d'auteur et le style de genre, pour exemplifier justement ce que j'ai essayé de vous démontrer sur cette première personne chez les port-royalistes. La première personne appartient à tous les personnages, mais elle n'est pas employée dans les mêmes proportions par tous. Elle est plutôt l'apanage des personnages principaux de haut rang. Les personnages secondaires, comme les confidents et les serviteurs, sont moins amenés à l'utiliser, puisque leurs interventions sont davantage fonctionnelles et que peu de place est laissée à l'expression de leurs ressentis ou de leurs avis. Cette première distinction, donc, qui est propre aux deux auteurs, se double d'une autre, qui est plus propre justement au style de chacun. Il me semble que le héros cornélien met davantage en avant sa première personne que le héros racinien, chez qui l'énalage prend une forme assez... chez qui l'énalage est beaucoup plus fréquent. En effet, je rappelle les propos de Léo Spitzer que j'ai reproduit dans la citation numéro 6. Racine réfrène le chant lyrique du moi. Il aime mettre dans la bouche de ses personnages un il ou elle objectivant, en alternance avec le moi. Ces personnages tendent à parler d'eux-mêmes à la troisième personne. Donc, en fait, justement, intégrant cette contrainte-là, cette contrainte de la politesse conversationnelle, le traitement de la première personne diffère quelque peu d'un auteur à l'autre. Racine, c'est mon hypothèse, semble avoir intégré, à la différence de Corneille, l'injonction à réfréner la verbalisation de l'amour-propre, qui impose de mettre le moi à l'arrière-plan. Alors, simplement, revenons sur une perspective qui est celle de l'ego. Dans la grammaire générale et raisonnée, on fait référence à l'ego, et ça m'a quand même beaucoup marqué. Puisque l'ego, normalement, dans les théories de Scaliger et Sanctus, c'est une forme de dire je qui est plutôt un événement de pensée, c'est une substantivation du je. Les philosophes contemporains l'ont d'ailleurs abondamment théorisé, contemporains du XXe siècle. Et l'ego, normalement, fait advenir l'individualité. Or, au théâtre, ce n'est pas le cas. Dire je se mesure plutôt en termes d'effet. Et comment retrouver cette idée de l'ego, justement, au théâtre? Outre sa plus grande fréquence, l'emploi de la première personne chez Corneille est commandé par la nécessité d'impressionner, de faire grand et de faire beau. Et son esthétique vise davantage un effet brillant, un événement de parole, qui semble qu'une parole ça vise davantage un événement, un effet brillant, qu'une parole qui dépasserait son propre entendement. Et en fait, ça permet de générer des effets à partir des mots les plus ténus, les moins propres à justement apporter des figures de style. Et là, vous me voyez venir, on se rapproche de l'effet de sublime, bien balisé par Boileau lorsqu'il relit Longin. Je rappelle dans la définition numéro 7 ce que Boileau entend par effet de sublime. C'est un effet produit par une certaine force de discours
propre à élever et ravir l'âme, et qui provient ou de la grandeur de la pensée et de la noblesse du sentiment, ou de la magnificence des paroles, ou du tour harmonieux, vif et animé de l'expression. Alors bien sûr, ce n'est pas la magnificence des paroles qui m'intéresse ici, mais plutôt le tour harmonieux, vif et animé. Il s'agit d'un effet qui vise l'éblouissement du lecteur ou du spectateur et qui ne réside pas exclusivement dans des grandes figures de style ou dans de grandes périodes oratoires. Le style sublime se peut trouver dans une seule pensée, dit-il, dans une seule figure, dans un seul tour de parole. Alors, l'assimilation entre l'effet sublime et l'action de grâce augustinienne ne paraît pas toujours aller de soi, et pourtant c'est bien dans les mêmes termes que Pascal décrit le flamboiement divin. Boileau cite notamment, pour exemplifier l'effet de sublime, cette fameuse réponse de Médée à sa confidente qui lui demande sur quelle force elle compte encore s'appuyer après la répudiation de Jason, et Médée lui répond « Moi dis-je, et c'est assez ». Ça, on ne trouvera pas ça chez Racine. L'anaphore du pronom sature ici le distique et l'expression c'est assez mime ironiquement la suffisance du moi qui vient d'être énoncé. Boileau cite cet exemple comme le parangon d'emploi des mots les plus ténus de la langue dans une visée sublime. Et dans une certaine mesure, on pourrait dire qu'ici la conjugaison d'effets majestueux à l'économie de moyens rejoint les préceptes d'une civilité fondée sur la simplicité et le naturel. La forme tonique de la première personne est ici une sorte de figure zéro, c'est-à-dire une forme qui, à cause de sa grande simplicité morphologique, se prête aisément à des réalisations figurales. Selon sa disposition dans le vers et la tirade, et en fonction de la nature du personnage qu'il emploie, elle engendre des effets qui peuvent dépasser les moyens. On la retrouve donc toujours chez Corneille dans certaines formules qui associent des déclinaisons de la première personne avec le rythme ternaire. Par exemple, dans ma citation numéro 9, « Permettez cependant qu'à ces douces amorces, je prenne un nouveau cœur et de nouvelles forces, pour faire dire encore au peuple plein d'effroi que venir, voir et vaincre est même chose en moi. » Ici, le pronom tonique orchestre un effet de clôture du quatrain et de la phrase qui résume encore à lui seul les capacités du jeu. Et certaines pages de Racine pourraient être lues à l'aune de cet effet-là également. Je cite notamment cet extrait de l'acte 4 d'Andromaque. « Mais aussitôt ma main, à moi seule funeste, d'une infidèle vie abrégera le reste. Et sauvant ma vertu rendra ce que je dois à Pyrrhus, à mon fils, à mon époux, à moi. » On rencontre pratiquement la même structure que précédemment dans ce quatrain, avec un effet proche qui est renforcé par le fait que sur le moi tourne la cadence mineure. Toutefois, l'impression laissée est peut-être un peu moins spectaculaire que dans la citation de Corneille, du simple fait que le pronom apparaissait déjà plus haut dans le quatrain. Et finalement, ce moi que j'ai dressé fait plutôt ici office de motif encadrant. Il isole le morceau que constitue le quatrain plutôt qu'il ne promeut un effet grandiloquent. J'en viens finalement à étudier la façon dont Racine, me semble-t-il, avec son usage de la première personne, se distingue plus spécifiquement de Corneille. C'est, me semble-t-il, sa façon à lui d'exploiter la valeur justement augustinienne des pronoms de première personne. Il me semble que dans les passages les plus lyriques de Racine, et ceux qui sont les plus déploratifs, finalement la première personne disparaît progressivement. Elle apparaît, mais elle n'est pas si présente que chez Corneille. Racine exploite plutôt d'autres réalisations de la subjectivité, le jeu sur les modalités, les temporalités, les désignations d'autrui fortement marquées par l'émotion comme les apostrophes, et surtout le nous sur lequel je reviendrai en fin de parcours. Il y a là pour moi une interprétation toute classique de l'éthos, l'autre preuve technique fondée sur la subjectivité chez Aristote, mise à la mode du XVIIe siècle, qui ne fait pas tout reposer sur l'expression du jeu. Le sujet lyrique doit être l'expression plutôt d'une collectivité, comme l'a bien souligné Alain Génitio dans la citation numéro 11 que j'ai reproduite, où il recite le moi étaïssable de Pascal, et qui dit bien que le lyrisme, à l'époque de l'Ancien Régime, ne correspond pas à un lyrisme égotiste. D'accord ? Donc, n'étant pas une personnalité authentique qui s'exprime devant tous, mais plutôt une persona représentant un collectif, le jeu des passages lyriques apparaît subrepticement dans des configurations qui peuvent être parfois masquées. Cette expression voilée du lyrisme peut prendre plusieurs formes. J'en ai repéré une en particulier, celle du récit imaginaire qui est assez balisée en dramaturgie.
Un récit imaginaire, c'est un récit que seul le comédien assume et qui raconte des événements hors scène, mais qui n'appartiennent pas forcément à l'action de la pièce. Et ce récit imaginaire a une valeur informative et contient une très forte charge poétique et subjective. Et il peut, à sa façon indirecte, influer sur le cours de la tragédie. Il faut pour autant, pour qu'il y ait récit imaginaire, Anne Humbersfeld souligne qu'il faut que le moi du locuteur justement s'y investisse. Il me semble que chez Racine, ce concept marche assez bien sur des passages où l'on s'attendrait à une vraie mise en valeur de la première personne, alors qu'elle n'apparaît pas véritablement. La première personne se détache de la situation interlocutive, alors même que le passage est éminemment lyrique. Générée par cette fiction, et lyrique au sens romantique du terme, l'expression s'épanouit dans des tirades qui sont structurées plutôt par des apostrophes et plutôt que par une multiplication des marques de la première personne. C'est pourquoi je vous ai reproduit deux passages dans les citations 13 et 14 qui, volontairement, je les ai écossés, mais mettent un petit peu au second plan les marques de la première personne. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup, alors même qu'il s'agit de passages lyriques, c'est notamment visible dans la tirade de Clytemnestre, qui intervient à la toute fin d'Iphigénie de Racine, qui réagit très fortement à l'annonce de la trahison d'Euryphile. Alors, dans cette citation, j'ai mis en gras les marques de la première personne, et ainsi que les marques de la première personne du pluriel, et en même temps j'ai souligné, puisqu'il me semble qu'en fait elles sont finalement très peu nombreuses, alors même que la tirade en elle-même est fortement chargée émotivement, comme on le voit avec la multiplication des points d'interrogation et des exclamations. J'ai souligné en revanche les apostrophes, puisque ces apostrophes soulignent en fait trois scénarios différents qui permettent en fait justement de tracer trois récits imaginaires distincts. Et donc de renouer avec une forme de subjectivité lyrique par d'autres moyens que la surexposition du jeu. Donc je ne reviens pas sur l'explication de cette tirade pour ne pas perdre trop de temps sur le programme, mais je voulais simplement attirer votre attention sur le fait que ce n'était pas forcément à travers des marques d'une subjectivité évidente, comme le recours insistant à la première personne, que la poésie et le lyrisme s'épanouissaient ici, mais plutôt par des passages qui sont produits par la suite dans un imaginaire permis grâce à la figure de l'apostrophe. Et voilà. Dans la deuxième citation, la citation numéro 14, je vais la lire celle-ci puisqu'elle m'intéresse particulièrement, puisqu'on a ici un procédé très courant chez Racine, c'est-à-dire la substitution du nous inclusif au je. Selon une logique non plus amoureuse mais plutôt persuasive, Andromaque tente de convaincre Hermione par une attitude assez larmoyante qui se matérialise non plus par l'emploi excessif de la première personne mais plutôt par l'emploi excessif de la première personne du pluriel. Ma flamme par Hector fut jadis allumée, avec lui dans la tombe elle s'est enfermée. Mais il me reste un fils. Vous saurez quelque jour, madame, pour un fils jusqu'où va notre amour. Mais vous ne saurez pas, du moins je le souhaite, en quel trouble mortel son intérêt nous jette. Lorsque de tant de biens qui pouvaient nous flatter, c'est le seul qui nous reste et qu'on veut nous limiter. Notons que la présence des nous dans ce passage laisse une étrange impression. On pourrait les interpréter comme incluant l'interlocutrice pour faire naître dans son cœur un sentiment de pitié approprié à la situation, mais également à cause de l'évocation de son amour pour Hector à travers cette métaphore de la flamme vers 865, ces nous laissent à penser que cet énoncé est effectué pour soi, que les sentiments de l'époux se superposent à ceux de la mère dans une logique d'apitoiement sur soi qui prépare le discours de demande qui suivra. La posture lyrique d'Andromaque demeure alors assez ambiguë et insaisissable au moment même où elle cherche à provoquer de la compassion chez Hermione. En tout cas, le jeu est plutôt discret et se dissimule derrière ce nous inclusif qui pourrait inclure un toi ou un nous de majesté, je ne tranche pas, au moment même où le langage est censé tenir lieu de spectacle. Donc pour terminer, je dirais que ces considérations me permettent de réaffirmer mon hypothèse d'une influence indirecte de Port-Royal sur l'énonciation racinienne, qui s'aperçoit, je pense, à travers une pratique suggestive de l'éblouissement rhétorique. En s'expérimentant de façon privilégiée dans l'expression en première personne, symptôme premier de la construction d'un éthos discursif, l'influence des principes de Port-Royal sur la rhétorique racinienne
touche au fondement de la théâtralité du discours, à savoir la construction de l'image du personnage à travers son discours. Tout en assurant des fonctions dramaturgiques, la mise en œuvre d'un égo au sein de l'écriture se fait de façon suggestive, discrète, évitant l'imposition d'une subjectivité triomphante et grandiloquente, et préférant toucher le cœur par une impression qui, tout en demeurant forte, reste discrète dans l'écriture et finalement ne se mesure qu'aux effets engendrés par la seule représentation. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Nous avons quelques minutes pour les questions. Oui, Tristan. J'avais deux remarques, merci beaucoup, c'est très intéressant. Sur l'idée de Corneille, je pense que là c'est plus que le moi, c'est le vrai moi qui ressort, parce que derrière il y a Sénèque, quand il dit Medea Nensum, et d'ailleurs juste après il commence à parler de la sorcellerie, du fait qu'elle fait son. Donc je pense que là il y a le moi plus que Elisabeth qui ressort. Sur Andromaque par contre, moi j'ai envie de trancher sur Andromaque en fait, parce que quand elle dit elle utilise le nous parce qu'elle a joué dans toute la scène sur le souvenir du fait qu'elle a sauvé la mère, et du coup maintenant elle demande à l'autre de faire pareil, et donc tout est sur la notion de maternité. Elle veut l'inclure dans la maternité. Non, je pense que vous avez raison, effectivement. Je pense que vous avez raison, mais comme en fait elle parle quand même beaucoup d'elle-même aussi ici, il y avait une confusion possible avec un nous de majesté qui est quand même très fréquent. Alors là, on n'a pas tout le contexte, il faudrait qu'on relise, je pense, toute la scène pour trancher véritablement. Mais il me semblait qu'on pouvait hésiter. Mais bien sûr, comme c'est dans une perspective justement persuasive, peut-être qu'effectivement on peut trancher dans l'autre sens. Là, Andromaque manipule Hermione. Ouais. Et il utilise le passé, et il utilise. Et là, il passe au nous, juste après avoir évoqué, il me reste un fils. Vous serez quelques jours, madame, pour un fils, jusqu'où va notre amour en tant que genre féminin éventuellement, mais on peut casser. Oui, c'est la seule scène où les deux femmes, sont ensemble. Mais c'est vrai que c'est la scène qui est au cœur de la pièce. Oui. Et elle cherche un lien. Oui, c'est le seul terrain sur lequel il Oui, c'est vraiment une scène, pour moi, c'est vraiment la scène centrale, parce qu'on a vraiment un exemple, pour moi c'est pour ça que j'ai du mal à te suivre, parce que là-dessus, je suis plutôt d'accord avec Tristan. C'est Gilles de Clercq qui nous explique que la rhétorique racinienne, c'est l'échec de la rhétorique, c'est la parole qui échoue. On a vraiment un magnifique exemple avec cette scène d'une parole qui échoue. C'est-à-dire que Andromaque demande à Hermione, mais laisse-moi donc m'enfuir, tu n'entendras plus parler de moi, tu épouseras ton Pyrrhus et tout le monde sera content. Mais elle le demande si mal, elle le demandait tout pour ne rien obtenir. Ça marche aussi, ça marche aussi. Elle demande tout pour ne rien obtenir. C'est-à-dire que la manière de souveraine, c'est pour ça, nous de majesté, pourquoi pas, la manière de souveraine, la hauteur, la condescendance d'Andromaque va faire en sorte que Hermione, aveuglée par sa passion et contre son intérêt, va refuser ce qu'elle lui demande et jeter Andromaque aux genoux de Pyrrhus. Pour moi, on est vraiment dans un des sommets absolus de la littérature universelle. Voilà, c'est un truc incroyable, Et encore, je pèse mes mots. C'est une scène extraordinaire. Demander tout pour ne rien obtenir. Et donc c'est l'échec. Donc pour moi, il y a quand même cette prise en compte de la destinataire en fait. Oui, on parle pas. C'est ça. J'ai du mal. On parle pas pour. Ils parlent pas pour eux-mêmes. Ils parlent jamais pour eux-mêmes. Ils parlent toujours pour convaincre, pour persuader, et 9 fois sur 10, ils réussissent pas à se persuader, et c'est pour ça que ça finit mal. Je rebondis avec un enthousiasme parce que cette scène, je vous suis tout à fait, simplement, effectivement, ici, comme on était aussi dans une perspective persuasive, et que très souvent, dans ces moments-là, même s'il y a échec, il y a recours au nom de majesté, et qu'il y a quand même cette condescendance, justement, dans Andromaque, je me posais la question. Mais bien sûr. Alors, les interprétations peuvent se superposer aussi, de toute façon. Hein, y a pas... Pourquoi condescendance? Moi, je trouve que par rapport à Euripide, là, il y a condescendance.
Là, on remarque qu'elle est très violente vis-à-vis de Hermione. Ouais. Il dit, toi, tu ne sais pas te comporter avec les hommes, il faut faire comme ça. Là, par contre, elle fait un vrai effort. Après, Où fuyez-vous, madame? N'est-ce pas à vos yeux un spectacle assez doux que la veuve d'Hector pleurant à vos genoux? C'est-à-dire qu'elle lui suppose un sadisme. Elle suppose d'emblée qu'Hermione est sadique. Toi, sadique comme tu es, ça doit te plaire, hein, de me voir te supplier. Bon, c'était peut-être pas la meilleure entrée en matière, mais Léna, je te laisse intervenir. Non, mais j'ai l'impression que c'est l'aveu c'est l'aveu de l'échec, Oui. c'est l'aveu absolu de Ouais. l'échec pour la première fois. Elle se met à genoux devant sa rivale. je suis une reine, mais je suis à tes pieds, comme, Ouais. comme faisait dans l'Euripide. Et elle donne. Ça s'appelle. Oui, mais elle n'était pas obligée de lui dire en plus, et ça doit te faire jouir, hein. Oui. Mais elle donne la possibilité, au contraire, à Hermione d'être condescendante. Oui, oui. C'est comme Écu, Oui, oui. chez Eurypide. Je suis reine, mais je suis à tes genoux, Ouais. donc tu devrais être contente. Mais c'est vrai, non? Ouais. Elle a à ses pieds, une Ouais. reine. Donc, Mais visiblement, toi, tu vois il y a un le truc côté qui n'a pas sadique. marché. Bah, je m'interroge sur la raison pour laquelle Hermione a refusé. Ouais, parce que. Parce C'est qu'elle des a- femmes. Elle est mignonne. Parce qu'elle la déteste, elle peut pas. Parce qu'elle a tout, elle n'a rien à gagner. Ouais. Tu disais tout à l'heure que chaque parole est toujours une manière d'attraper quelque chose. Là, elle n'a rien à gagner, Hermione. Se débarrasser d'Andromaque, de la rivale potentielle, même au moment où elle triomphe, Elle pense si avoir- elle calculait, Elle pense déjà avoir gagné. si elle calculait rationnellement. Oui, mais c'est elle qui a commandité le meurtre d'Astyanax. Oui. C'est Hermione, dans sa première scène, elle dit que c'est elle qui Oui. a devenir Hermione. Donc elle n'a qu'une envie, c'est que cette rivale Ouais. perde tout, et notamment son fils. Et le descendant des Troyens. Et parce qu'elle sait que si tue Astyanax, il n'y aura pas de retour en arrière entre Pyrrhus et Andromaque. Oui. Tant que l'enfant est vivant, Pyrrhus peut changer d'avis. Alors que là, ça coupe. Ouais. Ça- Il y avait une autre question apparemment, oui. Il y a un autre sujet de deux choses. En vous écoutant, je me suis posé la question. Donc d'abord, sur les modes de Corneille, les modes racés, est-ce que vous avez pensé à faire une espèce d'exercice statistique comme ça? Oui, c'est Donc, clair. effectivement, il y a beaucoup Oui, plus de je- modes dans les Oui. profils de Corneille. Je m'assois justement sur des conclusions, enfin des mesures stylométriques que j'ai faites ici dans l'ensemble de ma thèse. Oui, je me permettrai pas d'affirmer des choses comme ça, mais que j'ai pas présenté là parce que c'était pas forcément le lieu, mais là, le effectivement chiffre, comparativement, alors sachant que Corneille il y a quand même une production plus importante, mais statistiquement effectivement ils apparaissent avec beaucoup plus de fréquence. Ouais. Et puis l'autre chose, c'est rapide de lancer, parce que dans la linguiste, vous êtes linguiste aussi, Oui. et donc il y a évidemment cette fameuse distinction entre énoncé et énonciation qui amène la linguiste. Moi j'ai toujours l'impression que quand Pascal dit le mot est haïssable, il y a une espèce de paradoxe total, parce que je vous dis moi que le mot est haïssable, c'est parfaitement contradictoire. Bah, il se prononce pas. Il se prononce. Oui, c'est ça. Moi ça m'embête. Bah, c'est un en fait, lui, il se situe plutôt au niveau de l'énoncé, en fait. Et c'est quand on met ça en lien avec les propos de la grammaire générale et raisonnée qu'on tombe cette fois-ci dans l'énonciation. Donc voilà, c'était en faisant le lien entre ces deux pensées, mais qui se font d'elles-mêmes, hein, parce que les logiciens n'évoquent que Pascal, en fait. Enfin, ils tiennent que lui. Et en même temps, ce sont les seuls, à leur époque, pour avoir parcouru toutes les grammaires du XVIIe siècle, qui parlent de la première personne, en fait, dans ces termes-là, qui excèdent le simple tableau du pronom. Et la description du système des pronoms. Eux, au moins, ils fournissent une pensée problématique sur la première personne. Bon, et puis... c'est riche en commentaires. Voilà, Si aussi. je peux me permettre d'avoir une dernière question, est-ce que tu fais la différence en fonction des personnages et en fonction aussi du genre? Est-ce que Oui. les garçons et les C'est filles... un chantier, Et est-ce justement. que et puisque j'imagine que Néron ne parle pas comme Andromaque. Non. On n'est pas le mot des filles. Non, tout à fait. Alors, c'est une question qui m'est régulièrement posée, donc je me rends compte que c'est quelque chose que je n'ai pas traité dans ma thèse. Je faisais la distinction pour l'instant dans le grand social, en fait, des personnages, d'un point de vue purement civilité conversationnelle.
Et maintenant, effectivement, je m'intéresse à des différences de genre aussi. Est-ce que les héroïnes... alors, c'est surtout marqué, me semble-t-il, chez Racine, plus que chez Corneille. Est-ce que les héroïnes mettent plus en retrait le viol que les héros? On a Médée qui fait un contre-exemple. Comment? On a Médée en contre-exemple. Bah, oui, mais c'est pour ça que, Est-ce que Médée a établi c'est pour ça que son chez Corneille, moi, je trouve que le langage des personnages est beaucoup plus lissé d'un point de vue générique. Enfin, de ce que j'ai réussi à mettre pour l'instant au jour. Mais c'est une question que je me pose effectivement de plus en plus, parce qu'on me la pose à chaque fois que je parle de Corneille et Racine, et que j'évoque ces tirades-là. Donc, pour l'instant, j'avais surtout fait des distinctions qui étaient des distinctions plutôt de stylité et de rang social, en fait, puisque ça marchait très bien. Les distinctions génériques, c'est plus délicat et c'est moins systématique, je trouve. De ce que j'ai réussi à faire pour l'instant. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le maître à penser de Pascal, c'était Montaigne, qui a commencé, lui, à dire, un des premiers à dire « je ». Et on sortait du Moyen-Âge, et on sortait, c'était quand même un summum de... Et c'est à partir son maître à penser quand même la base. Et après, évidemment, cette couverture religieuse qui fait que... Et puis c'est très paradoxal parce que justement, les grands royalistes, ils reconnaissent leur dette envers Pascal, puis après ils sur Montaigne en disant que vraiment, faut pas lire quoi. Enfin, la pensée est beaucoup trop justement égocentrée. Il était à l'origine de toute cette... Donc il y a un mouvement qui est assez paradoxal. On voit bien que voilà, c'est une pensée qui est quand même très orientée. Voilà. Merci beaucoup. Le temps nous presse. On fait une mini pause de 5 minutes et puis ensuite on retrouve Léna et